Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Ma présentation a à voir avec la question du corps virtuel, du corps réel et des interrogations que cela pose autour d'une reconfiguration du dualisme dans nos sociétés. Alors, quand je parle de dualisme corps-esprit, et vous verrez d'ailleurs que ça a à voir avec la présentation précédente. Donc depuis des milliers d'années, les êtres humains s'interrogent sur le fait qu'on a un corps que l'on peut toucher, et puis on vit à l'intérieur de notre tête, et cette vie a l'air d'être immatérielle, et on a du mal à faire le lien entre les deux. Alors, aujourd'hui, de prime abord, on pourrait dire que ce dualisme corps-esprit a disparu. Il a disparu dans la littérature scientifique, c'est de très mauvais aloi de se présenter comme dualiste, en particulier dans la littérature neuroscientifique. Et puis quand on regarde le monde du numérique, il y a un dualisme, il y a le hardware, il y a le software. Et en fait, ce dualisme hardware-software, il structure aussi notre façon de considérer un sujet humain. Il n'y a qu'à voir aussi les neurosciences. Dans les neurosciences, le sujet humain est constitué d'organes, en particulier d'un cerveau, c'est le hardware. Et puis le software, c'est les sciences cognitives, c'est-à-dire c'est la façon que le sujet humain a à traiter de l'information. Alors, on pourrait dire, dont acte, c'est une nouvelle forme de dualisme. De toute façon, la façon que les humains ont de penser, leur façon de conceptualiser le monde bouge au cours du temps. Et le corps-esprit, ça a vécu, et maintenant on a organes, traitement de l'information, hardware et software. Alors, en fait, d'abord, les choses ne sont pas si simples. Parce que, quand même, nous avons toujours un corps. Ce corps est important dans la société, et le corps, ça n'est pas un ensemble d'organes. Le corps, on le touche, on le caresse. Les organes, on les voit jamais de notre existence, on les touchera jamais, ou quasiment jamais. Et puis, du côté de l'esprit, est-ce que un être humain peut être réduit à un système qui traite de l'information? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut réduire un humain à une machine de Turing? Une machine de Turing, c'est en fait un ordinateur, un système qui traite de l'information. Et cette question est une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse et qui n'est pas non plus posée. Moi, spontanément, si on vous dit, écoutez, vous êtes un système traitant de l'information, il faut bien être honnête que quelque part, ça n'est pas très engageant. Quand on est poète, quand on dit à quelqu'un qu'on est amoureux, on n'a pas l'impression d'être un système traitant de l'information. Mais peut-être qu'on se leurre soi-même, peut-être que nous sommes des systèmes traitant de l'information et qu'on n'a pas envie de le réaliser. Alors néanmoins, il y a quand même une petite délicatesse à penser l'homme pensant comme un système traitant de l'information, parce que quand vous pensez qu'un humain traite de l'information, vous pensez que l'information arrive d'abord, que l'information existe et que le sujet humain reçoit l'information et qu'il la traite. Et d'ailleurs, c'est tellement quelque chose qu'on accepte dans la vie de tous les jours, tellement que c'est une vulgate, que je suis sûr que la plupart d'entre vous vous dites, l'information existe, je suis en train de vous parler, et vous êtes en train de m'écouter, et d'essayer de comprendre ce que je dis. Vous traitez de l'information. Sauf que, d'accord, c'est ce qui se passe en ce moment, mais dans ce qui fait que la vie d'un être humain est quelque chose de très fort, vous avez tous expérimenté le fait que de temps en temps, vous vous trouvez seul face au monde et que vous ne savez pas ce que c'est que ce monde. Et que toute personne qui a vécu ça sait que c'est quelque chose de fondamentalement constitutif d'un être humain. Et que dans ces moments-là, c'est vous qui existez avant tout et que tout le reste n'est qu'une possibilité. Et c'est cette question du positionnement de l'être humain par rapport à ce qui est extérieur de l'être humain qui fait que la définition cognitive de l'être humain en tant que système traitant de l'information ne va pas de soi. Il ne va pas de soi qu'il existe une réalité indépendante de nous et que c'est cette réalité qui prime sur les représentations que nous nous en faisons. On peut très bien considérer que nous existons avant tout, et d'ailleurs subjectivement, la véritable évidence, c'est que nous existons.
Le fait qu'il existe quelque chose d'autre est une hypothèse de travail quotidienne, solide, importante, mais qui reste désespérément une hypothèse de travail. Donc ça, c'est un premier point, hardware, software, système traitant de l'information, hardware, des organes. C'est une nouvelle forme de dualisme, mais ça ne va pas de soi. Et je vais essayer de développer 3 contre-exemples qui vous montrent qu'en fait, ce nouveau dualisme ne va pas de soi au-delà de la petite considération vaguement philosophique que je vous proposais. Alors, premier point, d'abord, vous savez qu'à la mode dans le monde du numérique, il y a aujourd'hui la notion de transhumanisme. C'est-à-dire, il y a des sujets, des humains qui considèrent qu'en fait, déployer ce qui se passe dans notre cerveau et le mettre dans un ordinateur permettrait d'être immortel. Et alors pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème, mais il y a quand même un souci, une interrogation, de considérer que tout ce qui constitue un être humain peut être caractérisé par l'ensemble du système qui traite de l'information qui est dans son cerveau, et qu'en le mettant dans un ordinateur, on va avoir une coïncidence entre les deux. Et c'est tellement pas évident que vous avez un autre courant au sein du monde numérique dans lequel le corps reprend une place fondamentale dans le monde des jeux vidéo. Le Kinect, la Wii avec des logiciels où on danse, Just Dance, etc. Les jeux vidéo qui étaient dans la pure virtualité il y a 10 ans, maintenant rentrent dans le monde de la proprioception, où la virtualité prend en compte l'existence du corps, et même on a des jeux vidéo dans lesquels le corps est l'élément numéro 1 qui permet de jouer. Donc on voit que il y a un clivage même au sein du monde numérique entre une propension à penser que l'esprit peut être intégré dans un ordinateur et que cet ordinateur représentera le sujet vivant dans son intégrité, et de l'autre côté un courant qui vise à une réhabilitation du corps. C'était mon premier contre-exemple. Le deuxième contre-exemple, c'est que le monde du numérique est un monde 2.0, en attendant plus, et que ce monde 2.0 est un monde de réseaux sociaux. Vous savez combien nos adolescents envoient de SMS ou envoient de requêtes sur Facebook par jour? Moi, je pose la question à mes patients. J'ai oublié de me présenter, je suis pédopsychiatre. Eh bien, mes patients, en gros, envoient entre 200 et 400 messages ou requêtes sur SMS tous les jours. Et donc, en fait, et regardez, quand je les ai en cours, à la faculté de médecine, ce sont de grands adolescents. Je n'ai quasiment plus un cours où un étudiant m'écoute sans faire autre chose du début à la fin du cours. En permanence, ils sont en train d'envoyer des messages et ils apprennent quand même. Il n'y a pas, je ne veux pas faire le vieux grigou qui dit que rien ne va plus. Non, ils apprennent quand même leur cours. Quelque part, ils écoutent quand même ce qu'on leur dit, mais ils font autre chose en même temps. Et donc, ça interroge d'une part sur la conceptualisation du sujet pensant, c'est-à-dire que le sujet pensant n'est plus un sujet pensant pur qui fixe son attention sur une seule chose. Non, il fixe son attention sur plein de choses en même temps. Il y a une espèce de diffraction du sujet pensant. Et puis, en plus de ça, le sujet pensant n'est plus seul, il est en permanence en relation avec autrui. En permanence en relation avec autrui, même si c'est virtuel. Quand vous échangez 400 fois par jour avec vos copains en permanence sont autour de vous. Et donc, on n'est plus vraiment dans une situation de dualisme où on a un corps, un esprit, ou même un hardware et un software. Certes, on a un corps, bien sûr, mais même au niveau du sujet pensant, c'est plus compliqué. Le sujet pensant a changé. Et il y a un troisième acteur qui vient d'arriver et qui prend une place énorme, c'est le sujet social, c'est-à-dire c'est le sujet au milieu des autres sujets. Et on retrouve quelque part la place du corps, c'est que quand nos adolescents sont aussi proches que ça en permanence de leurs camarades, c'est comme si virtuellement ils pouvaient les toucher autour d'eux.
C'est un espèce de toucher virtuel qui les rassure, et on voit ça notamment en bien dans la prise en charge de certaines pathologies comme les états limites. Vous savez, le rapport à l'autre est parfois un peu compliqué, et le fait de savoir en permanence que l'on n'est pas seul, que quelqu'un là est à côté de nous, permet d'apaiser des patients qui avaient avant la plus grande difficulté à vivre cette particularité. Donc on peut parler aujourd'hui, au lieu d'un dualisme, d'un tripartisme, d'un sujet profondément social, d'un sujet pensant différent, et puis d'un sujet qui a un corps bien entendu. Donc ça, c'était ma deuxième façon de déconstruire le dualisme. Et j'en arrive à une troisième façon, alors qui a à voir avec la conférence précédente. On parle du numérique, et dès qu'on parle du numérique, on a implicitement l'impression de parler de l'ordinateur, d'une machine à calculer, et c'est vrai qu'un ordinateur, c'est des et, des ou, des bits, donc des variables 0,1 qui sont codées quelque part, donc c'est de l'algèbre, c'est de l'arithmétique élémentaire, sauf que c'est fait à des milliards de fois par seconde, et que le volume de calcul fait qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. Alors certes c'est vrai, mais c'est un peu en train de changer. Avec ce que vous avez entendu parler de deep learning, on passe d'un paradigme computationnel calculatoire à un paradigme connexionniste qui a à voir avec des automates cellulaires que l'on nous a présentés il y a 10 ou 20 minutes. Alors ça veut dire quoi? Vous savez par exemple que sur Facebook, on arrive à reconnaître votre visage quand vous êtes pris sur une photographie, et puis on vous le dit. Vous savez aussi que Google a réussi à créer un algorithme qui est capable de reconnaître quand il y a un chat sur une photo, et pas un tigre. Et ça peut être un chat de face, un chat en train de sauter, un chat vu de dessus, et sans qu'on ait appris, sans que l'on ait programmé spécifiquement l'algorithme pour qu'il découvre un chat. C'est l'algorithme tout seul, en lui présentant des photos de choses diverses, dans lesquelles parfois il y avait des chats, parfois il n'y en avait pas, qui a réussi à extraire l'information, et même peut-être le concept de ce que c'est qu'un chat. Donc vous voyez, on quitte le domaine d'un software qui correspond à un sujet pensant, qui serait un système traitant de l'information, au sens de la machine à calculer. On rentre vraiment dans une autre façon de considérer la machine pensante. Alors, donc comme ça a été présenté tout à l'heure, pour expliciter comment fonctionnent ces algorithmes, on modélise un cerveau en considérant que chacun des neurones sont des petites cellules qui communiquent les unes avec les autres. Et on se retrouve d'ailleurs un peu comme avec le paradigme de la termitière. Vous savez, une termite est un tout petit insecte qui a un cerveau extrêmement rudimentaire, mais quand vous en mettez des centaines de milliers, elles sont capables de faire des termitières avec des systèmes de climatisation qui font que l'hygrométrie et la température sont constantes dans des pays où il fait extrêmement chaud et extrêmement humide. Et que bien entendu, il n'y a pas les plans d'un climatiseur dans le cerveau d'une termite. Et c'est exactement ce qui se passe avec le cerveau, c'est-à-dire que chaque neurone en lui-même est assez rudimentaire, mais quand vous les mettez ensemble, alors il se passe quelque chose qui émerge et qui est différent. Alors, comme c'est la Coupe d'Europe de football, en fait, on va prendre cette métaphore de l'équipe de football. Une équipe de football est aussi une propriété émergente. Si vous prenez un footballeur, que vous l'isolez, même un enfant, vous lui apprenez le football, vous lui apprenez les règles, vous l'apprenez à taper dans un ballon, et vous faites comme ça 11 joueurs, vous les mettez ensemble, ils ne joueront pas au football, même s'ils sont très forts. Pour former une équipe de football, vous devez les entraîner ensemble. Ensemble. Et quand la balle sort, vous savez, dépasse les cages, que c'est un défenseur qui a laissé passer la balle derrière les cages, on dit qu'il y a un corner, vous êtes tous au courant. Hein. Donc l'arbitre lève la main, siffle et montre le coin du terrain, et automatiquement, tous les joueurs se déplacent, le goal rentre dans ses cages, l'ailier va tirer le but, les avants rentrent dans la surface de préparation, les arrières montent. Eh bien, un cerveau fonctionne exactement de la même façon. Quand il y a un stimulus extérieur, comme la balle
qui passe derrière la ligne et l'arbitre qui siffle, tous les neurones se mettent dans une configuration particulière qui correspond à la configuration corner. Alors la chose qui fait qu'un cerveau est particulièrement efficace, c'est que, en fait, que la balle passe tout près du coin ou tout près de la cage, que l'arbitre soit en rouge, en noir ou en jaune, que l'arbitre juste indique le coin et que vous n'entendiez pas le sifflement, vous avez tous, enfin les joueurs ont tous compris que c'était un corner et ils vont tous venir dans la surface de réparation tirer le corner. Et c'est exactement pareil pour un cerveau. Quand vous voyez le visage de quelqu'un que vous connaissez bien, même s'il a un chapeau, s'il n'a pas de chapeau, si vous le voyez caché comme ça ou entièrement, vous reconnaissez la personne. De la même façon que les joueurs comprennent que c'est un corner, même si les corners ne sont jamais tous les mêmes. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le dualisme ? Vous allez voir que ça a profondément à voir avec le dualisme. C'est que, alors prenez l'exemple d'une personne qui vous est très chère, d'une personne qui est intime. Cette personne, vous avez vu son visage très fréquemment. Donc c'est comme le corner. Les joueurs de football ont vécu plein de corners. Vous avez ce visage en face qui est quelque part imprimé dans votre cerveau. Mais vous n'avez pas que son visage. Vous avez le son de sa voix. Vous avez son parfum. Vous avez le contact de sa peau. Et plus. Et ce qui se passe, c'est que quand vous voyez une photo de cette personne, eh bien, il y a une rétroaction. Donc, votre cerveau va faire comme le corner. Même si vous n'avez que la photo, vous allez aboutir vers ce qu'on appelle un attracteur, qui est l'attracteur, cette personne qui est un intime de vous. Et cette personne qui est un intime de vous, une fois que vous l'avez reconnue, vous savez, quand on regarde une photo, on reconnaît la personne. Je dis, ah oui, je la reconnais. Cette espèce d'état où on cherche et on reconnaît, c'est la même chose que l'équipe de football qui réalise qu'il y a le corner. Vous tombez, vos neurones se mettent dans un état particulier qui correspond à la synthèse de toute l'expérience que vous avez avec cette personne. Et il se passe en plus une rétroaction, une fois que vous avez reconnu la personne, une rétroaction vers vos sens. Ce qui fait par exemple que quand vous voyez un verre de grenadine selon qu'il est rouge ou incolore, il n'a pas le même goût. Quand vous voyez une fraise verte ou une fraise rouge, elle n'a pas le même goût, parce que la vision de la fraise, par rétroaction, influence votre goût. Eh bien, quand vous voyez la photo d'un être cher, vous sentez son corps qui vous caresse quelque part. Et vous savez que c'est quelque chose que l'on observe dans des deuils. Quand vous perdez un être cher, le soir vous vous couchez et quelque part vous avez l'impression que la personne elle est à côté de vous et que son corps est là. Et donc cette nouvelle façon de voir le numérique, de le voir sous un angle connexionniste et pas cognitiviste, permet de reconceptualiser le dualisme. C'est qu'en fait, on a un corps, ce corps est constitué d'organes, dans ces organes il y a un cerveau, ce cerveau produit ce que l'on appelle un esprit, on est bien d'accord, mais en fait, à l'intérieur de cet esprit, il y a aussi le corps. Parce que toute image, tout rappel mnésique de choses implique ce que l'on a vécu avec notre corps à propos de cette chose. Et donc on a une espèce de double inclusion. Le corps génère l'esprit, mais l'esprit est contenu à l'intérieur du corps. Et c'est cette double inclusion paradoxale qui fait que l'on a tellement de mal à conceptualiser le dualisme corps-esprit. Je vous remercie pour votre attention.